BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous. La grande interview ce soir, c'est avec quelqu'un qui a juste traversé le boulevard qui nous sépare de Radio France, ou la Seine plutôt. Sybille Veil, bonsoir. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Vous êtes donc la présidente de Radio France et vous publiez « Au commencement était l'écoute ». Et moi j'ai envie de dire, je retiens surtout le bandeau, en finir avec la société du défouloir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt dans une société du défouloir que dans une société d'écoute, mais vous avez des remèdes. On verra à la fin de cette interview vos remèdes, ce que vous préconisez. Peut-être commencer par les polémiques. Alors je vais peut-être pas tout de suite commencer par celle autour de Guillaume Meurice, vous êtes déjà exprimé, mais j'ai quand même une question. Est-ce que, vous savez, jeudi soir, sur France Télé, il y a Cache d'investigation qui est consacré à Cyril Hanouna, votre grand ami. Dans votre livre, vous en parlez et vous expliquez que pourquoi et on est là dans une stratégie d'intimidation, parce qu'en fait, vous avez sur Twitter, vous en êtes pris à lui parce que il a fait une charge très très forte contre l'audiovisuel public, donc vous lui avez répondu. Puis après, vous êtes retrouvé un peu comme moi derrière moi, vous vous êtes retrouvé avec votre tête un peu mise à prix. Ma question est, est-ce que vous allez regarder le Cache Investigation sur Cyril Hanouna ou pas, ou ça vous intéresse plus ? Alors, comme vous l'avez rappelé, oui, il y a à peu près un an, après une première soirée où il avait attaqué très violemment le service public, Radio France, France Télévisions. Le lendemain, il avait affiché ma photo, ma rémunération, en disant « Si les antennes de Radio France reparlent de moi, je le réafficherai ». Qu'est-ce que c'est ? C'est l'intimidation. C'est une manière de faire de la polémique, de l'indignation. J'ai pas été très surprise parce que c'est un procédé. J'ai l'impression que chaque soir, il y a la personne qui est mise en cause. On ne parle pas du fond, on attaque les personnes. Et évidemment. Et là, est-ce que donc ça vous intéresse de voir, parce que par exemple c'est une très très bonne enquête, est-ce que vous allez regarder Cache Investigation ? Je crois que cette émission va être très regardée. Complément d'enquête, pardon. Je crois que l'émission va être très regardée et je vais m'y intéresser, je pense, comme beaucoup d'autres personnes. Mais on ne partage pas non plus grand-chose avec Cyril Hanouna, donc vous allez regarder. On peut dire un mot quand même de Guillaume Meurice. Donc c'est celui qui sur France Inter avait comparé Benjamin Netanyahou à un nazi sans prépuce. On sait que vous avez fait un avertissement. L'Arcom, l'autorité de régulation des médias, a aussi pris acte de votre avertissement et juste fait une mise en garde. Ça veut dire quoi là ? On est dans la société du défouloir. On n'est pas dans la société d'écoute, j'imagine. On est la société du défouloir. Et est-ce qu'il sera à l'antenne la saison prochaine, ou est-ce que justement ça vous a permis de prendre un petit peu de distance que vous préconisez dans votre livre justement ? Alors pourquoi on est dans la société du défouloir ? Pour une raison simple, c'est que vous avez une phrase d'un humoriste qui est commentée pendant 4 semaines. C'est il y a plus de 4 semaines et vous m'en parlez ce soir. Donc ça montre qu'en fait c'est une polémique qui s'auto-alimente toute seule. C'est la spirale des polémiques. Et je vais vous dire, pour surtout pas alimenter la société des défouloir, je pense que le mieux c'est qu'on tourne la page et qu'on n'en parle plus. Je veux dire, son rôle c'est de faire de l'humour. C'est une prise de risque. Et dans les prises de risque, parfois on peut franchir des lignes. Et je crois que j'ai tout dit sur le sujet. J'ai pris une sanction. L'Arcom a donné aussi une position sur le sujet. Je pense que là, vraiment, les Français attendent qu'on parle d'autre chose que d'une phrase d'un humoriste. Oui, mais c'est société du défouloir, parce que ça en fait. Bon, là, ça va un peu plus loin, évidemment, et ça fait appeler à d'autres ressorts. Mais aujourd'hui, on voit justement. Vous dites, ça fait la polémique, mais c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. On recherche à travers les réseaux sociaux, puisque quelque part votre livre, il est quand même très centré sur le rôle des réseaux sociaux et cette société un peu de défiance qu'ils ont engendré via justement les algorithmes, via justement les tweets qui se répètent et qui s'enchaînent. Donc pour vous, est-ce qu'il faut quand même mettre des barrières à ça ? En fait, j'observe que beaucoup de Français se sentent aujourd'hui un peu fatigués, désabusés de la montée de la violence, de la colère, de la haine, que ce soit sur les réseaux. Ça contamine certains médias, on le retrouve dans la rue, on le retrouve dans des arènes politiques. Il y a une fatigue en fait qui naît de tout ça. Et ce pourquoi j'en parle, c'est parce que je pense que les réseaux sociaux qui portaient au départ une promesse de libération de la parole, de liens, en fait, il y a une mécanique insidieuse que vous décrivez, qui fait que
pour pouvoir séduire le public, pour pouvoir prendre le plus de votre temps disponible, ils mettent en avant ce qui clash, ce qui est indigne, les positions les plus extrémistes, ce qui suscite la colère. Et donc ça participe d'un durcissement de la société, d'une fatigue aussi de la société. Et donc je pense qu'il faut en prendre conscience pour y apporter des remèdes. Parce qu'encore une fois, ça a vraiment un effet de contamination sur les autres sphères, les médias, puisqu'on en parle là, mais aussi les autres sphères, dans la rue aussi, tout simplement. Quand on a vu en juin dernier les émeutes urbaines qui se sont déroulées, notamment en banlieue parisienne, ça n'avait plus rien de... C'était très loin du point de départ qui était le décès d'un jeune homme, Naël. C'était vraiment la viralisation des images de violence qui a entraîné une jeunesse dans la rue. Je pense que il y a des excès qui sont visibles et qu'il faut prendre conscience des mécanismes qui conduisent à ça. L'exploitation de la colère est devenue une stratégie industrielle, notamment grâce à ces réseaux sociaux, ce que vous écrivez, page 32, et vous dites l'avènement d'Internet et de ces réseaux a sans doute fini d'installer les conditions d'une généralisation de la défiance. Vous allez loin quand même, Sybille Veil. Je pense que quand on voit les mouvements successifs qu'on a connus ces dernières années, on a connu les Gilets jaunes, qui étaient tout d'abord la capacité pour des personnes qui souffraient d'invisibilité de se faire connaître, mais ensuite une violence qui s'est propagée, qui a été amplifiée par les images de là aussi de violences qui étaient diffusées régulièrement. On voit que ces réseaux donne un écho tout particulier aux propos les plus durs, de plus en plus aux propos les plus extrêmes, aux appels à la mobilisation. Et dans les différents pays qui nous entourent, on voit comment ça peut avoir des répercussions sur les élections, sur le climat social et sur les démocraties, et même sur la confiance dans les médias. Oui, bien sûr, on va y venir évidemment. Vous pourriez quitter X, Twitter, comme ex-Twitter, comme l'a fait Anne Hidalgo, dans un tweet quand même très virulent, justement. Vous, Sybille Veil, j'entends. Alors, moi d'abord je réfléchis pour Radio France. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs si on en parle, c'est que ce réseau-là est très prescripteur. C'est-à-dire qu'il a une importance aujourd'hui très forte. Ouais. Et alors même si je regrette très fortement l'évolution qu'il connaît depuis des mois, et notamment depuis que Elon Musk en est devenu propriétaire, qu'il a réduit très fortement, voire même supprimer les équipes de modération, que désormais, pour voir ces contenus mis en avant, être présentés comme les plus visibles, il faut payer. Donc en fait, il faut payer pour avoir sa légitimité. Donc on voit tout un tas de dérives qui sont instaurées, mais comme c'est un réseau qui est très utilisé, je pense que nous, en tant que service public, si on n'y va pas, ça veut dire qu'on laisse le champ libre à tous ceux qui sont dans la désinformation et la manipulation. Radio France, il reste sur X. Mais Radio France, il reste. D'accord. Et vous, Sybille Veil, à titre personnel? Vous verrez, sur X, je ne poste rien de personnel, je poste que des choses professionnelles, donc que j'interviens sur X en tant que présidente de Radio France. Est-ce que pour vous, le populisme est un peu la conséquence justement de cette non-écoute que vous déplorez et de ces réseaux sociaux? Le populisme qu'on observe un peu partout, on l'a vu ça en Italie, on vient de voir ça dans le nord de l'Europe, on va peut-être revoir ça aux États-Unis. Je pense que ce qui monte avec les réseaux, j'utilise dans le livre une image que je pense qui va parler à beaucoup de personnes, c'est Pinocchio et le jeune Pinocchio qui est attiré dans l'île au plaisir où il peut fumer, il peut boire, il peut jouer, il peut se donner à tous les excès. Et à quoi ça conduit? La morale de l'histoire, c'est de dire que les excès, loin de libérer, ils asservissent puisque il est transformé en âne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit que sur ces réseaux, ce sont les paroles les plus extrêmes, les plus dures, et ça s'accompagne à chaque fois, en effet, d'une montée presque inexorable du populisme dans différents pays. Et il y a des auteurs Il y a pas mal d'auteurs aujourd'hui qui en parlent. Giuliano da Empoli sur les ingénieurs du chaos, qui explique comment en Italie le mouvement 5 étoiles est monté en exploitant la colère des Italiens et en utilisant les réseaux sociaux. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut en prendre conscience, parce que si nous n'avons pas conscience de l'utilisation de ces réseaux pour manipuler et pour porter des discours qui peuvent être extrémistes, je pense qu'on passe à côté de dynamiques qui ont un effet sur la société qui sont très importantes aujourd'hui. Oui, mais en même temps, puisque vous êtes la présidente de Radio France, toutes vos antennes, elles sont sur ces réseaux sociaux. On retrouve, que ce soit France Inter, France Info,
France Culture, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur X, on l'a dit, vous êtes sur Insta, parce qu'il faut bien quand même intéresser les jeunes à l'information, puisqu'on voit que la radio en tant que telle, j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est un formidable média, et bon, elle intéresse encore beaucoup des millions de personnes, mais est en train de décliner petit à petit. Donc vous restez, vous avez une stratégie très importante sur les réseaux sociaux. On y reste déjà pour porter une parole qui soit différente et qui soit modérée. Et justement, porter des contenus qui sont faits par nos antennes, des contenus qui luttent contre la désinformation, luttent contre la manipulation. Et on sait qu'il y en a plein d'exemples. Dans le conflit au Proche-Orient que tous les médias couvrent, on voit à quel point c'est une guerre d'information et d'émotion. Et à quel point ce qui se passe sur les réseaux est important. Donc il faut qu'on puisse y être, notamment parce que de plus en plus de Français s'y informent, et en particulier les jeunes. Et vous avez raison. Donc oui, pour parler aux jeunes aujourd'hui, on voit qu'il faut y être, mais si on y est, c'est pour porter une parole différente, et on y est pour faire connaître ce qu'on fait et donner envie à ces jeunes de venir nous écouter, écouter nos podcasts, écouter nos radios. Donc si on y est, c'est aussi pour aller chercher les jeunes là où ils sont, dans leur environnement. Ils sont d'ailleurs pas sur les mêmes réseaux que nous. Il y a moins de jeunes sur Twitter, ils sont sur Snapchat, ils sont sur TikTok beaucoup. D'ailleurs, chacun des réseaux a ses Comment est-ce que problèmes. vous, puisque c'est votre responsabilité, vous parlez beaucoup de la responsabilité justement des acteurs, c'est quoi votre responsabilité? Elle est énorme, Sybille Veil, parce que vous pouvez pas tout contrôler. À ma responsabilité en tant que présidente, ou la responsabilité de Radio France? Non, Radio France, mais comme je m'adresse à la présidente, donc c'est aussi la vôtre. Alors, je suis, comme tout dirigeant de médias, je suis responsable de la publication, ce qui veut dire que je suis à la fin responsable juridiquement de tout ce qui est dit sur mes antennes. Mais est-ce qu'au quotidien, vous regardez tout ce qui se passe chez vous? Je regarde ce qui se passe. Après, j'ai des équipes formidables qui sont très bonnes. Et moi, je pense, et je décris d'ailleurs mon mode de management dans ce livre, je pense que bien manager, c'est savoir, choisir les personnes qui vous entourent, les choisir les meilleures possibles. Il faut éviter d'avoir des généraux faibles. Et parce que vous les choisissez bien, vous leur faites confiance et vous leur permettez de faire les choses. Et c'est en faisant ça que ces dernières années, toutes mes antennes ont été portées avec des lignes éditoriales qui ont été de plus en plus bien dessinées, attractives. Beaucoup se sont rajeunis. Et c'est justement avec cette confiance que j'ai aussi dans une partie des équipes que j'ai recrutées. Vous dites que la bataille pour le temps d'attention du public devient très intense. Quelque part, c'est un peu le chaos, l'écoute, mais on n'a plus le temps de l'écoute. Donc, on laisse la place au chaos. Je pense que justement, il faut reprendre ce temps-là, et tout ce que je développe dans ce livre, qui a un plaidoyer pour l'écoute, c'est de dire oui à l'écoute, ça veut dire prendre du temps, ça veut dire aussi prendre des risques, parce que ça veut dire que vous écoutez des paroles qui parfois sont en contradiction avec ce que vous pensez. Et il faut écouter vraiment et être capable aussi d'évoluer avec ce que vous écoutez. Ça veut dire être capable d'écouter des critiques. Et ça vaut comme citoyen, ça vaut comme manager d'une équipe, ça vaut dans sa famille, ça vaut dans tous les cadres. Et donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à résoudre des situations qui sont compliquées. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on voit des choses qui sont de plus en plus complexes. À Radio France, il y a combien de personnes qui travaillent justement, qui contrôlent cette information, qu'elle soit sur les radios, soit sur les réseaux sociaux? Vous avez un service dédié à ça? Il n'y a pas de service de contrôle. Honnêtement, on a des rédactions qui... Comme ça existe dans les réseaux sociaux, comme ça existait avant sur Twitter, sur X, vous l'avez rappelé. Alors, il y a plus depuis mai 68, il n'y a plus de police des rédactions à Radio France. Non, c'est pas une police, c'est juste au contraire pour lutter contre cette désinformation. Alors, c'est les responsables des rédactions, chaque responsable de rédaction, et d'ailleurs j'en ai nommé plusieurs ces dernières années. Par exemple, Marc Fauvel, qui avant était à la matinale de France Info, un excellent matinalier, qui désormais dirige la rédaction de France Inter. Donc c'est lui qui, avec l'ensemble des équipes de cette rédaction, définit le choix des sujets, le traitement, et on a publié la semaine dernière les 8 engagements de nos rédactions pour rendre transparents les principes sur lesquels on s'appuie. Parce que je pense que justement c'est cette déontologie-là qu'il est important de faire connaître à nos auditeurs et au public pour continuer à avoir une relation de confiance. Je pense qu'aujourd'hui les médias, parce qu'il y a ces réseaux qui donnent des informations, donc la course à l'information,
c'est plus ça qui importe aujourd'hui, c'est plus donner le scoop, c'est donner une information qui suscite la confiance. Donc la semaine dernière, on a rendu public tous les engagements de nos rédactions, vérification des faits, honnêteté dans le traitement de l'information. Il y a combien de personnes qui sont en charge de cette vérification des faits? Ça peut pas être Marc Fauvel. Non, bien sûr, on a une équipe de vérification qui fait et combien tout ce de personnes, qui est, justement? C'est l'agence Radio France qui travaille sur ces questions-là, qui vérifie que les sources sont exactes. Donc, ils sont une quinzaine de personnes. Ils sont une quinzaine de personnes. Ils vérifient toutes les sources des informations qui sont ensuite données sur nos différentes antennes. Peut-on imaginer qu'un jour, justement, la Maison Ronde soit en fait une maison où on fabrique des podcasts, on soit sur TikTok ou sur Telegram, et oui, finalement, il n'y ait plus d'antennes telles qu'elles existent aujourd'hui? Dans combien de temps? Vous serez peut-être plus là, Sybille Veil? Pas du tout comme ça, parce que aujourd'hui, le prime de la radio, c'est le matin, ce sont les matinales, et le matin, c'est l'information. La radio, elle décline, elle intéresse de moins en moins les jeunes. Elle reste encore très puissante, honnêtement. La radio, chaque jour, c'est 38 millions d'auditeurs. Il n'y a pas beaucoup de médias, même dans les réseaux sociaux, qui ont une telle audience quotidienne. C'est comme la télévision. Je veux dire, tout le monde parle de l'accroissement de ces nouveaux médias, mais quand on regarde la puissance de la télévision et celle de la radio, ça reste encore des médias qui sont très forts. D'ailleurs, le président de Médiamétrie le rappelle régulièrement. Donc, c'est un média qui reste très fort. Certes, il y a des auditeurs qui sont perdus, mais la semaine dernière, on a eu les audiences de ce média. Et on a pu voir que nos antennes continuent à gagner des auditeurs. Donc ça veut dire une chose, c'est qu'en investissant sur la qualité et l'information, ça veut dire avoir des personnes qui font des reportages, qui vont sur le terrain, qui donnent confiance, et en innovant, on continue d'avoir des auditeurs qui nous suivent. Crise de l'écoute, donc crise de reconnaissance, c'est quoi les conditions pour revitaliser cette écoute? Vous dites c'est le temps libre. Et là non plus, j'ai envie de vous dire, Sybille Veil, je pense que c'est pas beaucoup de temps libre, moi non plus. On a de moins en moins de temps libre. Alors là, je suis pas d'accord. Il faut refaire la société à ce moment-là. On change de société. Alors je pense que il faudrait faire du temps libre une grande cause. Je pense qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de temps libre, avec l'allongement de la durée de vie, avec la réduction de la durée travaillée. Ça vaut peut-être pas pour tous les métiers, mais en tout cas. Globalement, les citoyens aujourd'hui n'ont jamais eu autant de temps libre. On en a le double de ce qu'avaient nos ancêtres qui vivaient il y a une centaine d'années. Qu'est-ce qu'on en fait? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? L'addiction aux écrans, d'un côté, des adultes qui le transmettent à leurs enfants, fait qu'on a l'impression de courir après le temps. Mais en réalité, combien de temps on est absorbé par les pushs sur notre téléphone portable, les messages auxquels on répond, les vidéos qui s'enchaînent et entre lesquelles on scrolle? C'est ça qui fait qu'on a l'impression de ne plus avoir de temps. Reprendre la maîtrise de ce temps-là pour le consacrer à d'autres choses, à l'écoute de ses proches, à l'écoute de contenu audio, à de la musique qui transforme. Je pense que c'est essentiel parce qu'on sous-estime les vertus que ça a pour chaque individu, pour développer ses capacités d'imagination, d'empathie, la pensée profonde que ça permet de développer. Je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour prendre du recul et pour mieux s'écouter. Voilà, faut couper le son. C'est la patronne de Radio France qui vous dit ça, mais en tout cas dans un livre très intéressant qui s'appelle « Au commencement était l'écoute, en finir avec la société du défouloir », et c'est donc aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Sybille Veil. Merci, Edwige Chevrillon.